La rentrée scolaire, c'est exactement dans 2 semaines, il faut le dire, comme toutes les années. On le dit dans le jargon journalistique que c'est un marronnier. Il y a toujours ces établissements clandestins, des établissements clandestins qui écument donc les différentes artères, je voulais dire les différentes villes du Cameroun. Une situation qui a mené une fois de plus Madame la ministre des Enseignements secondaires en début de mois d'août de sortir à travers un communiqué qui effectivement donnait aux parents d'élèves de l'ensemble du triangle national les différents établissements clandestins du Cameroun. Seulement malgré cette liste des établissements clandestins du Cameroun, il faut le dire, qui est diffusée toutes les années, les Camerounais, les parents continuent toujours à faire confiance pour certains à ces établissements. Ils font confiance, pas forcément parce qu'ils veulent, mais c'est parce qu'ils sont bien évidemment ouverts. Ouverts parce que pour certains, les autorités en place ne prennent pas le bras par le corps pour véritablement fermer ou sinon mettre hors d'état de nuire ces différents établissements scolaires, ce qui crée donc la confusion, surtout au moment où les examens surgissent. Parce que c'est le moment crucial où ces parents-là, qui avaient donc payé, bien évidemment la pension dans ces établissements dits clandestins, finalement, comme on dit souvent trivialement, finissent par lire parce que les dossiers de leurs enfants ne peuvent pas arriver où ils doivent arriver, c'est-à-dire dans les différents offices du baccalauréat au Cameroun et autres organes en charge des examens. C'est là où la gymnastique commence. On est obligé d'aller chercher un autre établissement ou encore aller donc candidater de manière libre. Seulement aujourd'hui, il faut qu'on se questionne sur que la véritable personne, pour faire plus simple, qui doit donc mettre un frein, sinon un terme, à ces établissements clandestins. Tenez par exemple dans cette sortie de Madame la ministre du 12 août, une certaine trajectoire était déjà donnée, puisque selon donc ce document, ce sont les autorités administratives qui doivent véritablement le faire. Pourquoi ils ne le font pas et à qui profite réellement le crime? On en parlera ce soir. On ira aussi sur les routes camerounaises et précisément sur nos différents axes lourds et moins lourds pour certains, puisque étant aussi très parfois lourds de conséquences. Lourds de conséquences à travers les différents morts qui se vivent et surtout qui se lisent dans les différents, je vous l'ai dit, dans la presse camerounaise. 40 morts dernièrement, je vous l'ai dit exactement 30 morts dernièrement avec cet accident de touristique express du côté donc du Nord Cameroun, précisément au niveau de la falaise du B. Des morts en plus ou alors des morts de crocs qui ont quand même permis au ministre des Transports d'effectuer une sortie qui suspendait jadis donc il y a quelques jours le touristique express une deuxième fois et cette fois-ci pour seulement ou alors simplement 15 jours de suspension. Est-ce véritablement une occasion manquée pour prendre des mesures drastiques? Est-ce que là on a manqué le coach? Qu'est-ce qui ne va véritablement pas sur une route et quelles sont les solutions à apporter? Mesdames et messieurs, face à vous, effectivement, va écumer ces différents sujets. Les sujets qui seront discutés par des personnalités politiques de l'enseignement, mais aussi de la société civile qui sont ce soir face à vous et je vous le présente tout à l'heure. Ils sont donc avec nous et je vais débuter par introduire Raoul Lomopi qui est syndicaliste des enseignants, précisément du syndicat national autonome des enseignants du secondaire du Cameroun et il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Raoul Lomopi. Bonsoir Monsieur Onambele, bonsoir mes co-assistants de la soirée, bonsoir vos nombreux téléspectateurs. C'est toujours pour moi un plaisir de répondre présent à votre invitation. En face de vous, nous avons Dr Ningwanyang, il est promoteur d'établissements scolaires et en même temps observateur très averti de la scène sociopolitique camerounaise. On a l'honneur de l'avoir ce soir et vraiment grand merci d'avoir accepté l'invitation, Dr Ningwanyang. Bonsoir. Oh, thank you very much. It's a pleasure to be with you here and your subjects are the subjects we are going to treat today are very, very interesting and I hope that we will speak the truth so that we can solve the problems. Et juste en face de vous, il fallait bien que quelqu'un vienne défendre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sinon emporter la voix de l'homme lion. Et on a invité une défenderesse de l'homme lion devant Dieu l'Éternel, mais elle aussi à ses vraies heures enseignante d'université, Dr Marcel Simon, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir, docteur.
Bonsoir Jean-Marie. Et j'ai oublié de dire militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui, ça tout le monde le sait. Lorsqu'on dit docteur Marcel Simon, je crois qu'on voit plus militante du RDPC qu'enseignante que je suis, ou du moins sociologue que je suis. Donc je disais déjà bonsoir aux panélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir, surtout pour la thématique qui est mise sur la table aujourd'hui. Je crois que la voix des partis politiques est moins nécessaire aujourd'hui. C'est la voix, ce sont des thématiques qui doivent être clairement présentées aux Camerounais pour qu'ils comprennent les jeux et les enjeux de ce qui se passe, que ce soit au niveau de la route, que ce soit au niveau des établissements scolaires. Et le dernier, pas le moindre, c'est le président le président régional et du littoral. Je sais qu'il est président national d'un syndicat qui m'échappe actuellement, mais il est président régional pour le littoral de la centrale générale des syndicats des transports du Cameroun. Il m'a bien précisé des transports, mais pas des transporteurs. Monsieur Zachary Yamfam, qui nous fait aussi l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Zachary. Merci Onambele, c'est un plaisir de répondre présent sur votre plateau de télévision, d'autant plus que vous êtes un ancien ami de longue date que nous avons eu à traverser sur d'autres plateaux. Moi, je suis M. Zachary Yamfam, syndicaliste des transports routiers. Je suis président national adjoint du syndicat des travailleurs professionnels des transports routiers du Cameroun, président de la Confédération générale des syndicats des transports du Cameroun pour le littoral et par ailleurs assesseur en matière sociale au tribunal de Bonasama. En tout cas, on a la chance d'être avec vous ce soir, même comme vous dites qu'on est des anciens amis, on reste quand même des amis, Monsieur Zachary Yamfam. Pas de problème. Allons donc dans le vif du sujet, parlons bien évidemment de ces établissements clandestins. Il faut dire que depuis effectivement le 12 août, Madame la ministre, à travers une note a donc publiée, c'est la liste une fois de plus et pour une nouvelle année de ces établissements clandestins dans les différentes régions du Cameroun. Raoul Lemopi, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui cloche? Et chaque année, on a ces listes qui sortent, on a effectivement ces différents établissements qui sont, je voulais dire, dont on met la clandestinité sur la tête, mais sur le terrain, on voit qu'ils continuent de fonctionner. Alors, la chose peut être comprise différemment. Parce que ce qui se passe cette année n'est pas véritablement mot par mot ce qui a l'habitude de se passer. Vous savez, dans les années antérieures, on a eu, n'est-ce pas, à tirer sur les responsables des enseignements secondaires, prétextant que ces responsables-là ne communiquaient pas suffisamment sur les établissements clandestins. Je vais vous dire que depuis le 12 juin 2023, Madame la Direste, pour le littoral, délégué régional des enseignements secondaires. Madame Eboa, qui on dit bonsoir. Hein? Oui, elle a rendu public, n'est-ce pas, une lettre dans laquelle elle invitait plusieurs, les fondateurs indélicats avec la loi, n'est-ce pas, à venir dans ces services justifier la création ou bien l'ouverture de telle ou telle filière. Alors ça, c'est pour la région du littoral. Et elle leur a donné 15 jours. Le 30 juin, c'était la date butoir. Ceux des promoteurs d'établissements qui étaient venus justifier l'ouverture, n'est-ce pas, de certaines filières, justifier la création de l'établissement, de l'ouverture dans son entièreté. Ces fondateurs-là ont vu les noms de leur établissement être retirés de la liste. Alors, Madame la ministre d'enseignement secondaire, le 30 juin, elle va rendre publique une liste nationale des établissements clandestins. Et le 12 août, elle demande, parce que les établissements sont clandestins et fermés, elle instruit les différents gouverneurs d'aller apposer les scellés de fermeture sur ces établissements. Alors, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que un process qui a commencé en juin, nous voici en fin du mois d'août. Les établissements dits clandestins, sur les papiers fermés, continuent de recruter. Certains vont même jusqu'à passer les publicités dans les chaînes à très grande audience. Du coup, on doit questionner, n'est-ce pas, on doit questionner le rôle que joue l'autorité qui est en charge de fermer ces établissements. Parce qu'autrefois, on faisait comprendre que le gouverneur ne peut pas être présent partout. On est d'accord, mais il y a les relais de l'administration territoriale dans sur le cas de la ville de Douala. Dans de la ville de Douala, oui, j'exclus Manoka parce qu'il n'y a pas d'établissement clandestin à Douala 6. Alors,
Dans les 5 arrondissements, Douala 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, on a des sous-préfets qui doivent normalement fermer ces établissements. Alors, la déléguée régionale d'enseignement secondaire pour le littoral a clairement dit, en attendant que le gouverneur, la note là, ait apposé les scellés de fermeture, j'invite les parents à faire preuve de vigilance et de ne pas y inscrire les enfants. Donc on va dire, si je veux répondre à votre question, qu'est-ce qui coince? Peut-être c'est à l'autorité administrative qu'il faut poser la question. Et si vous voulez que je place un mot sur ce que vous venez sur la question que vous venez de poser, moi je veux dire que à mon petit niveau, j'ai vu deux gros problèmes. Alors, le premier problème que l'autorité administrative pourrait rencontrer, c'est le sempiternel problème de la tolérance administrative, où parfois les investissements des privés ne suivent pas le plan directeur des villes. Du coup, les gens partent construire n'importe où, construire des établissements bien sûr, n'importe où, et cela pose un autre problème, parce que l'offre en infrastructure, en termes d'éducation, que ce soit éducation de base ou éducation secondaire, par l'État, est véritablement inférieure à la demande. Et à côté de cela, il y a des établissements dont les noms reviennent toujours. Exactement. Et donc, plusieurs fondateurs, n'est-ce pas, et je vais le dire, sont de connivence, soit avec l'administration, soit avec les décideurs de ce pays. Parce qu'il est quand même anormal que ceux qui clament tous les jours à UEADIA, sur les plateaux de télévision, dans les radios, ils parlent de bonne gouvernance, ils sont les promoteurs, ils sont dans l'illégalité. Et cela ne leur pose aucun problème. Chaque année, les mêmes établissements sont ouverts et on ne fait rien. En même temps. En tout cas, Dr Nigouagnan, vous êtes promoteur d'établissements scolaires. Comment est-ce que quel regard vous jetez effectivement sur cette situation qui devient presque éternelle? Chaque année, on revient sur la même problématique. Thank you very much. I promote the St. Louis University Institute, that's in higher education, and there also we are having a few problems. But let's come back to the secondary education, secondary education and even primary education, and try to find out what is happening and who is responsible. In fact, I would first say that 70% of the problems are the government is responsible for 70% of the problems, okay? And then 30% to the people who are probably opening these schools without authorizations. Because already in the mindset of the government and the people, you come only with this attitude of punishing people instead of accompanying them to solve problems, because this is how it works. If you think about the problems as an entrepreneur, then you would understand. You know, when Raul was speaking, he said it is because of the demand and supply problem. That's the bottom line. When there is an increased demand, it must be met by a supply. If not, there's stress in the community. And you know, the population density is there. There are so many children and they must go to school. And we need to step back and then look at the problem. Then as we go on, then we would understand. Let's suppose that we close all private institutions. The question is, can the government schools take all the children? The answer is no. No. So now the government says, okay, let the private sector help us to create more schools. So people have been creating the schools. But even then, it's only an idiot who goes to create a school when there is no market. So there is a market for schools. That means there are a lot of children out there who need to go to good schools, not just any school, but good schools. So once we have established the fact that there are not enough schools for children, we are saying therefore that there is a need for more schools to be created. That's the bottom line. And whether you are going up or down, provide the schools for the parents. Un point, un trait. C'est ça. On monte, on descend, ça ne change pas. That is the bottom line. Ça veut dire que même si on doit rester dans la clandestinité... Faites ce que vous voulez, mais assurez-vous que les parents aient les écoles pour les enfants. And they don't, children même don't si have... c'est dans la clandestinité. No. The bottom line first. Accept that bottom line first, okay? Then now you go back and say, how do I solve the problem? If you, the government, can create the schools, go ahead and create the schools so there's no problem. But this is the problem. This is the problem. The problem is that of corruption in the system, okay?
Let's say it. I know some schools that I've seen some schools that are very good, well built and everything, and the people have been struggling to have their authorizations, but they never get the authorization. It's become a market, a mafia. Are you getting what I'm saying? It's a mafia. So it is, people just create a problem, and then, you know, some people feed off it. And you have to go and negotiate. Good. That is the bottom line. That's the bottom line. So what is happening in the school sector is exactly the same problem we're having in every sector. Inyapalu, the cleaning of debt in the cities, housing. Take every sector, health, every sector. There is a need for more of these facilities to be provided. As long as you don't have those facilities, there would always be problems. We have picked on the school, but pick one sector in the nation that is functioning well and tell me. Bonne question. En tout cas, Zachary Enfant, vous êtes parent d'élèves. Est-ce que cette situation, finalement, ne met pas mal les parents d'élèves qui, à un moment, ne savent plus à quel sens on ne comprend plus. C'est vrai, le docteur Ningwanya, qu'il faut absolument que les enfants aient à l'école et que je voulais dire quoi, les parents puissent aller inscrire les enfants à l'école. Mais il faut dire qu'il y a quand même des écoles qui sont en clandestinité. Il revient quelque chose aussi, et moi je l'ai observé, c'est qu'il y a quand même des écoles, tu sens qu'ils sont dans les normes, et tu te poses la question pourquoi cette école a effectivement l'agrément, et l'autre école qui est, en tout cas, un genre elle n'a pas d'agrément. Oui, M. Onambele, parler de la clandestinité, vous savez déjà, la loi de ce pays condamne formellement la clandestinité. Mais comme vous le savez, la nature aurait du vide. Il y a les quartiers où il y a manque d'écoles, manque des établissements. Mais si un Camerounais de bonne foi voit qu'il peut mettre à la disposition un établissement pour enseigner le savoir aux enfants, je pense que le parent qui est là, tout pour lui, c'est que l'enfant bénéficie de son savoir. Mais vous devez aussi comprendre que ce qui fait naître même plusieurs établissements clandestins, c'est le commerce. Donc, c'est un responsable des établissements mettre sur pied pendant la rentrée des classes. Moi, j'aimerais qu'avant ce débat, qu'on nous dise quel est le nombre exact, limite, d'un établissement scolaire, secondaire ou primaire. Parce que à chaque moment, vous allez entendre un proviseur qui vous dit « c'est plein, je ne recrute plus ». Mais quand on donne 100 000, la place sort. Alors que le parent qui est, lui, dans un quartier, trouve qu'avec ses 100 000 francs, il peut déjà inscrire son enfant dans un établissement scolaire. C'est tout, il faut d'abord travailler la mentalité de nos frères. Parce que tous ces clandestinités qui naissent aujourd'hui, c'est notre mentalité. J'aimerais qu'on nous dise qu'au lycée technique, au lycée bilingue, le nombre exact, c'est 500, c'est 600. Et qui a un suivi? Les gens vont suivre qu'à ce niveau, c'est plein. Mais vous allez voir, il n'y a même pas 300 élèves. On te dit que l'établissement est plein parce qu'il faut négocier. Et là, maintenant, il y a aussi des quartiers où vous êtes sans oublier qu'avec la guerre qui est au nord-ouest, au sud-ouest, la population ne fait que s'accroître dans la ville de Douala, principalement. Et il y a de nouveaux quartiers aussi qui naissent. L'État, avant de prendre conscience qu'il faudrait qu'il construise quelque chose là-bas, un Cameroun peut trouver que non, ici, je vais exploiter en attendant que l'État arrive. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a aussi cette tolérance administrative. Parce que quand vous demandez à un gouverneur d'aller fermer dans un quartier où il faut que l'enfant parcourt 1 km ou 2 km avec l'état de nos routes que vous connaissez et tout pour aller trouver un établissement approprié, c'est la raison pour laquelle parfois il y a cette tolérance administrative qui fait que l'État ou le représentant du chef du gouvernement trouve parfois nécessaire de fermer l'œil. Donc, c'est ce que je peux dire sur la clandestinité, mais ce n'est pas encouragé parce que la clandestinité est formellement condamnée lorsque on vient les construire ou les installer à côté des établissements publics. Donc, moi, je pense que c'est un point qui interpelle plusieurs consciences. On peut condamner, mais on peut tolérer. En même temps aussi. Allez, docteur Marcel Simon, on se rend quand même compte que ça devient récurrent. On ne passe plus une année sans parler effectivement d'établissements clandestins au Cameroun. C'est même, comme dit quelqu'un, ça devient bizarre, presque banal même à la limite. Jean-Marie, ça ne devrait pas être bizarre. J'ai envie de me poser la question. Je crois que tout le monde est conscient ici qu'on parle de l'éducation. Exactement. Et lorsqu'on parle de l'éducation, je dis on ne négocie pas avec l'éducation.
On ne négocie pas. Il n'y a pas d'à peu près avec l'éducation. J'ai la chance d'avoir un enseignant à côté. J'ai la chance d'avoir un fondateur à côté. On ne négocie pas avec l'éducation. Que l'on me dise que 70% responsabilité revient à l'État, je dis, ben attention, attention, il y a un problème. Que ce soit au niveau de la base ou du secondaire et même du supérieur, l'État a régi des textes qui mettent sur pied et la création et l'ouverture d'une école. Mais aujourd'hui, quand vous êtes dans ces écoles, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont aucun document. D'ailleurs, ces écoles sont généralement dans des cuisines, dans des maisons, dans des chambres. On a des IPES ici à Douala dans des salons. Hein. Je dis bien des IPES. Dans des salons. C'était dans les mallettes. Merci. Dans des mallettes. Nous parlons de l'éducation. L'État du Cameroun a libéralisé le secteur éducatif, oui. Il a tendu la main au privé. En fait, aux citoyens capables d'accompagner l'État dans ce processus d'enseignement-apprentissage. Mais en même temps, lorsqu'il vous demande de l'accompagner, il met ce qu'on appelle les garde-fous. Heureusement qu'il a dit, j'ai avec moi ici les pièces nécessaires pour une création et pour une ouverture. Essayer de les lire. C'est très important. Dr Simo, pour comprendre ce qu'un citoyen camerounais doit débourser, effectivement, qu'est-ce qu'ils font généralement pour créer une école? Un établissement. Il y a un formulaire de demande d'autorisation de création qui est timbré. On va le retrouver partout. Un extrait du casier judiciaire, bulletin numéro 3, tout le monde connaît. Une lettre de recommandation. Parce que ce n'est pas n'importe qui crée des écoles. Aujourd'hui, on a des fondateurs commerçants. C'est plus les gens qui ne créent plus, de construisent plus. Par qui, c'est lettre de recommandation? On va y arriver. Il y a un diplôme minimum, bac. Je dis bien minimum bac. Pour créer un établissement. Pour créer un établissement scolaire. C'est très important. Secondaire. Non, à partir du primaire. À partir du primaire, minimum bac. Ça veut dire que si moi j'ai mon argent... oui, ce n'est pas une histoire de ton argent. Non, ce n'est pas une histoire de on a de l'argent. Il faut un minimum bac. Parce qu'on estime qu'avec le bac, vous avez quand même la capacité... En fait, on avait l'habitude de dire qu'avec le bac, au moins vous avez philosophé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le minimum. Il y a un titre foncier, un certificat de propriété d'un terrain. Et le terrain doit être à votre nom. On ne veut pas les écoles où c'est la location. Un locataire vous a laissé un grand espace et puis vous créez une école. Le terrain doit être à votre nom. Un devis estimatif et descriptif des travaux. Un devis qualitatif et estimatif des travaux. Et un jeu de plan de construction visé comprenant la situation, la masse, les toitures, tout ce qui va avec. Et le rapport d'étude du sol en cas de construction en étage. Mais, voilà Simon, les conditions de création. Vous-même, quand vous lisez toutes ces conditions, vous essayez un peu de jeter un regard seulement, parlons de la ville de Douala conductrice. Vous voyez combien d'établissements qui respectent cela? Il y en a. Combien à peu près? Il y en a. Vous savez, je ne veux pas qu'on fasse des publicités gratuites ici. Il y en a. Mais malheureusement, ce que je veux, une émission comme celle-ci, c'est qu'on tire sur ces fondateurs commerçants véreux. La preuve, vous l'aviez dit ici. Lorsque les examens commencent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils appellent la sous-traitance. Ou un enfant, votre enfant qui fréquentait en tenue verte, je dis quelque chose comme ça toute l'année, mais lorsqu'on commence à dire Common Entrance ou CEP ou BPC, probatoire, bac, l'enfant, l'établissement lui donne une tenue rouge. Et on vous dit, maman, on a dit que je compose avec la tenue ci. Généralement, c'est l'établissement qui donne. Voilà les signes. Parce qu'ils ont pris vos dossiers, et c'est même pour les écoles qui sont un tout petit peu sérieuses. Ils ont pris vos dossiers et ils sont allés envoyer sous le couvert d'un autre établissement qui est autorisé. Voilà comment ils fonctionnent. C'est-à-dire, après ces conditions, et on va se rendre compte qu'il y a un autre facteur qui est important dans la création d'une école, même la superficie. Vous pouvez avoir tous ces éléments. Mais si la superficie n'est pas respectée, vous ne la créez pas. On parle d'école. Mais là, alors, vraiment, ça veut dire qu'il n'y a pas d'école à Douala, hein, parce que quand on regarde là... Il y en a, si on compte, il n'y en a pratiquement pas, je veux vous le dire. Et ça, il faut le décrier. On ne peut pas dire que c'est parce que le besoin est criard, c'est parce que c'est... On parle de l'éducation. La preuve, quand vous créez votre école, parce qu'après avoir créé l'école, ça ne suffit pas. Il faut maintenant la qualité d'enseignants. Des enseignants. Vous, parents qui envoyez votre enfant dans ce type d'école, il reçoit quel type d'éducation? Mais posez-vous la question par moment.
Quand vous ne voulez pas que l'enfant fasse 1 kilomètre parce que à 1 kilomètre, il y a une école, entre guillemets, réglementaire, vous vous dites non, il y a une école tout près de la maison. Bon, maintenant, qui enseigne vos enfants? Je n'ai pas envie de vous rappeler les schémas qu'on a observés avec une catégorie d'enseignants dans la ville de Douala ces dernières années. Vous vous souvenez, à Douala, 3e, cet enseignant de primaire qui avait... comment on appelle, avait Ouan, son élève de piment, et puis l'autre enseignant qui a déshabillé les enfants en classe, et puis vous voyez des actes qui se posaient entre eux. Vous vous souvenez de cet enseignant dans un collège de la place donc il y a plein de choses qui amènent à faire comprendre aux fondateurs, ou alors, pardon, aux parents que à la rentrée, en cette veille de rentrée, il faut être extrêmement vigilant, parce qu'on parle de l'éducation de nos enfants. Raoul Mopi, qui n'a pas de prix. Réaction, et je reviens à vous, Dr Marcel Simon. Je vous ai vu vouloir réagir tout à l'heure, Raoul Mopi. Oui, justement parce que dans mon propos liminaire, j'ai essayé de faire comprendre l'origine du problème. Du point de vue du principe, moi, je ne trouve pas dans la démarche quelque chose de problématique. Parce qu'il faut quand même qu'on le dise. Vous êtes journaliste. Essayez de descendre un peu sur le terrain. Faites un travail de terrain pour essayer de voir quels sont les établissements qu'on a fermés. N'est-ce pas? Du point de vue d'abord même esthétique. Il y a une insécurité, n'est-ce pas, physique même de l'enfant dans certains de ces établissements. C'est-à-dire que créer dans les drains, conçus dans les drains. Vous voyez? C'est-à-dire qu'avant de poser, avant de donner des orientations, de solutions, il faut d'abord que les gens comprennent bien le problème. Quand vous lisez les motifs, on parlait d'insalubrité. Elle a donné les informations sur la superficie. L'État dit que ça déclare normal. C'est 8 sur 7. Vous voyez? 8 sur 7. Or, il y a des salles qui ressemblent, n'est-ce pas, à des magasins, certains qui n'ont rien envie aux porcheries, des salles qui ne sont pas suffisamment éclairées. Mais ça pose beaucoup de problèmes. Il y en a aussi même qui jouent sur les toilettes, qui n'ont même pas d'eau. Et quand on demande, par exemple, d'avoir un permis de bâtir, c'est parce que justement, on veut s'assurer que la construction de cet établissement obéit à des normes. Parce qu'on va toujours rester, on va dire, bon, supposons qu'il y ait un effondrement. Les premières autorités qu'on va viser, c'est l'autorité administrative. Maintenant, on a fait un travail en amont. On a dit 15 jours pour apporter les documents. Et que ceux qui rencontrent des difficultés doivent se rapprocher de la délégation régionale. Certains ont apporté, d'autres n'ont pas apporté. N'est-ce pas? On demande de fermer. Je crois que c'est ça la démarche. Exactement. Moi, je me dis parfois que il faut qu'on arrive à un niveau, et c'est ça le problème. Hein. Je crois que quand le docteur a parlé, ça coïncide un peu avec ce que le docteur Nika aussi a dit. Il y a dans l'éducation une sorte de pénétration presque sauvage de n'importe qui veut faire n'importe quoi. Parce que le domaine de l'école est devenu un domaine fortement lucratif. Parce qu'il faut bien le comprendre. C'est un vaste marché qui est chiffré à des centaines de milliards de dollars. De francs, exactement. J'ai dit des dollars. J'ai dit des centaines de milliards. Et chacun veut grappiller une partie de ces milliards. Puisque véritablement, regardez combien c'est que chaque famille met dans l'éducation de son enfant. Par mois, c'est-à-dire, on prend les revenus d'une famille. Quelle est la portion qui va dans l'éducation de l'enfant? On a parlé des recrutements. Je pourrais revenir là-dessus. Il y a les pensions. Il y a ceux qui vont avec les fournitures. On sait le problème de la mobilité urbaine dans la ville de Douala. Il y a les taxis, le transport. Maintenant, ce qui accompagne le séjour de l'enfant à l'école, les casse-coups de tout ce qu'on connaît. Est-ce que vous savez que dans certains de ces établissements-là, il n'y a même pas de cantine? Même pas d'infirmerie. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on veut même faire le business, on fait le bon business. C'est-à-dire que si on s'inscrit dans une logique... J'ai bien envie de vous laisser continuer à nous donner ce tableau macabre, mais après, qui est responsable de ça? Non, il faut qu'on y arrive là. Je suis en train de venir. Qui est responsable de cela? Allons-y. Mais je vous ai dit que c'est l'autorité administrative qui a d'abord laissé faire. Parce qu'il y a un plan directeur des villes, n'est-ce pas? La communauté urbaine, hein, qui a on appelle ça comment? Il y a une expression qui va dans le sens, n'est-ce pas, de l'occupation des sols. On sait que dans telle zone, tel espace est réservé pour telle chose. On ne doit pas permettre que les gens construisent là-bas. On sait que dans telle zone, tel espace est réservé pour telle chose. On sait que les gens ne doivent pas construire là-bas. D'accord? Mais quand les gens construisent,
c'est au nez et à la barbe de tout le monde. Maintenant, le docteur Ning a parlé de la corruption. Personne ne peut refuser cela. Parce que véritablement, on a aussi vu des cas, n'est-ce pas, où on a donné l'autorisation à un établissement X qui est moins confortable du point de vue esthétique qu'un établissement Y. Au point où on est en train de demander qu'est-ce qui peut justifier que l'établissement X, n'est-ce pas, que l'établissement ait une autorisation et l'autre pas. Dans certains cas aussi, dans la ville de Douala, on a vu qu'il y a comme des associations de certains fondateurs, n'est-ce pas, qui mettent le pied sur les dossiers d'autres personnes. C'est-à-dire que pour faire dans ce qu'on appelle la concurrence illégale, déloyale. Exactement. C'est-à-dire qu'ils monopolisent tout un secteur d'activité et donc font tout pour empêcher ceux qui veulent se déployer de le faire. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de signer les papiers? Non, c'est même pas qu'on arrive au niveau des papiers. Je crois qu'on vous a parlé, n'est-ce pas, de la superficie ici. On vous a parlé des conditions en termes de titres fonciers, certificats de propriété. Il suffit simplement que on voit quelqu'un là qui veut commencer avec un établissement, peut-être pour lui-même. Pour lui-même. Il a 400 mètres carrés. N'est-ce pas? On demande 1000 mètres carrés. Dans la démarche qu'il fait auprès de l'autorité, parce qu'habituellement, c'est ce qui se passe, il faut dire la vérité à nos téléspectateurs. Dans la démarche qu'il fait auprès des autorités, il travaille à rassurer les autorités qu'il est en pourparlers d'achat de terrain des voisins. Ici, là, il y a ce qu'on appelle le projet de vente de terrain. C'est comme un accord. Que bon, je veux acheter ton terrain, je vais. Vous voyez? Les documents donc qui sont déposés sur la table de l'autorité, parfois ne coïncident pas avec les éléments recherchés parce qu'ils ont dit, ils te font un titre foncier et un secteur de propriété qui porte ton nom. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est là où le jeu commence. Et c'est justement pourquoi je suis en train de dire que lorsque les choses vont de cette manière et que pour X, on a accepté. C'est-à-dire on a accepté que X fasse comme ça. Et X a fait au point où X a maintenant 3000 mètres carrés dans la zone. C'est-à-dire il a acheté les maisons, il a détruit, il a continué à étendre son business, tout. Et pour Y, lorsqu'on refuse, n'est-ce pas, on dit bon, vous allez commencer d'abord à adhérer à telle réunion ou à telle réunion. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a une question de monopole. Et à partir du moment où, vous savez que c'est comme dans la mafia, c'est comme un cartel. Quand les gars ont déjà décidé, dans une zone, que ce sont nos établissements, parce qu'on fait des réunions ensemble, ce sont nos établissements qui auront pignon sur rue, ils envoient aussi leurs pisteurs, leurs guetteurs, n'est-ce pas? Identifier ceux qui veulent émerger et décider de les écraser. Cette guerre est forte dans la ville de Douala et presque sauvage. Et je peux vous assurer que c'est une pareille guerre qui justifie aussi le fait que certains ont bien la volonté d'accompagner l'État, n'est-ce pas? Mais non pas les facilités que les autres ont eues pour se déployer sur le terrain. Exactement. Et c'est pour ça qu'effectivement, on ne comprend pas pourquoi, de fois, vous voyez un établissement à côté qui est dit clandestin et pourtant l'autre qui n'a pas presque le même prestige et même la même grandeur, lui est plutôt bien avancé. Oui, docteur, 10 secondes à docteur Marcel Simon, effectivement, parce que vous insistez avant le chaque docteur Ningwanya, sur un élément qui, ma foi, il faudrait bien que tu nous écoutes là-dessus. Vous insistez sur l'esthétique. Oui, mais c'est aussi ça. Non, vraiment, ce n'est pas une priorité en matière de création et d'ouverture d'école. Il faudrait bien que les administrateurs nous comprennent. L'urgence se situe au niveau de la superficie et de la sécurité des apprenants. D'ailleurs, pour que vous arriviez à une ouverture totale d'établissements scolaires, il va falloir une descente. Généralement, il y a des descentes qui sont faites. Vous pouvez construire votre école, c'est-à-dire vous demandez une situation de création, parce que c'est en 2 étapes. On vous demande la création, on vous donne la création, le temps pour vous, généralement qui dure 5 ans, le temps pour vous de mettre en place votre structure et tout ce qui va avec. Et au moment que vous aviez terminé, vous venez maintenant demander une autorisation d'ouverture. Et avant que cette autorisation vous soit accordée, il y a ce que ce soit au niveau de la base, on fera une descente, que ce soit au niveau secondaire, on fera une descente. Même au niveau universitaire, on fera une descente. Donc le ministère en charge enverra des personnes faire une descente. Et en ce moment-là, c'est pour toucher du doigt réellement ce que vous aviez. C'est-à-dire quelque chose que vous avez raconté sur le papier, vous avez 10 000 mètres carrés, vous avez 50 000 mètres carrés, vous avez R plus 20 ou 40. Il y aura une descente qui sera effectuée par le ministère en charge, c'est-à-dire la tutelle pour les IPES, l'enseignement secondaire pour les collèges ou de base pour les écoles,
qui va faire la descente et va maintenant juger clairement de la sécurité des enfants dans cet espace et voir de la faisabilité, n'est-ce pas, d'un lieu de savoir sur le nouveau site que vous aviez mis sur pied. Donc, il y a un ensemble de démarches qui sont mises sur pied. Maintenant, je voulais bien qu'on arrive non, on demande de ne pas changer de site. Hein. Quand vous avez déjà identifié un site, dans la procédure, vous ne changez pas de site. Justement, ce que je suis en train de dire, vous ne changez pas de site. Parce que quand on vient faire la descente, on l'a fait où? Sur le site que vous avez présenté sur le document. Et quand on vient faire une descente, ça veut dire que la construction est déjà achevée. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est quoi? C'est que, de manière générale, ces écoles clandestines sont construites ou alors existent sous l'ignorance totale des pouvoirs publics. Comment ça se fait? Des établissements, non, j'avais des établissements, c'est-à-dire de la délégation régionale d'éducation de base, la délégation régionale d'enseignement secondaire. Je dis bien, elles existent sous la méconnaissance de ces structures-là. Je vais vous dire quelque chose. Oui, j'insiste sur ce mot. Je dis bien que, puisque d'ici fin août, les descentes vont commencer pour les scellés. Les descentes vont commencer pour les scellés. C'est-à-dire la délégation, la DREP va descendre, la DRES va descendre pour les sceller. La DRES était même déjà là. Voilà, déjà fait. La DREP ne l'a pas encore fait. La DREP ne l'a pas encore fait. Elle la fera bientôt d'un moment à l'autre. C'est-à-dire d'ici peu, les deux structures vont se mettre pour totalement fermer ces établissements. Je vous dis bien que pendant toute l'année, quand je vous dis que ces écoles sont sous la méconnaissance de ces deux structures, c'est pourquoi? Parce qu'au cours de l'année, lorsque vous avez même une institution privée, que ce soit une éducation de base privée ou alors un collège privé, les inspecteurs régulièrement viennent travailler chez vous. Non, il y a le chef service de la carte scolaire, non? Ça, il connaît tous les les inspecteurs viennent, non? C'est le chef service de la carte scolaire. Est-ce que les inspecteurs... un peu dans la mafia, est-ce que les inspecteurs pédagogiques... Non, monsieur Nwopi, il faut bien qu'on édifie nos inspecteurs. Vous voulez dire qu'inspecteur... non, il n'y a pas de chef service, non. Non, il y a une part d'inspecteur et chef service de la carte scolaire. Je ne suis pas là-bas. Et je vais te dire, docteur, une seconde, parce que vous êtes en train de perdre les téléspectateurs. Non, je ne les perds pas. Il y a quelqu'un qui est chargé. Avant la loi sur le décret sur le transfert de certaines compétences des enseignements secondaires aux collectivités territoriales, au conseil régional, c'était le service, le chef service de la carte scolaire qui gérait toutes ces choses. Maintenant, quand vous prenez le chapitre 2 de l'arrêté du 27 mars 2023, désormais, le chef service de la carte scolaire au conseil régional des enseignements, de la délégation régionale d'enseignement secondaire doit travailler de concert avec le conseil régional. Parce que désormais, il a un droit de regard, n'est-ce pas, sur le schéma directeur de la ville. Il va donner son avis sur le fait qu'on peut construire ici là ou bien on ne peut pas construire. Donc, le chef de service de la carte scolaire, n'est-ce pas, connaît tout ce qu'on fait. Je pense que vous avez laissé assez de temps. Je ne vous coupe pas. Je vais dire quelque chose d'important. C'est pourquoi je veux bien dire à M. Nwopi aujourd'hui que le véritable problème, excusez-moi de vous le dire aujourd'hui, c'est nos autorités. Ah, c'est vous qui le dites. Oui, je le dis. Ça, je le dis avec honnêteté. C'est nos autorités. Je vous dis que les responsables, que ce soit la DREB ou la DRES, toutes les écoles qui fonctionnent, les écoles privées, qu'elles soient les écoles primaires ou les collèges qui fonctionnent de manière légale, ils fonctionnent avec la DREP ou la DREB. Parce que leurs inspecteurs régionaux travaillent en collaboration avec ces structures qui sont dans la légalité. Mais toutes les structures illégales ne bénéficient pas des avantages des DREB, je veux dire au niveau des séminaires. Exactement. C'est ça que je suis en train de parler. Il faut que bien que les législateurs comprennent. Des séminaires de formation, des séminaires pédagogiques et tout, les structures clandestines, clandestines ne bénéficient pas de ces formations-là. Et chaque fois qu'on vient les fermer, 2 jours après, qui les forme? On les forme. Qui les forme? Tu sais pourquoi on les forme? Oh, non, qui les forme? Qu'est-ce que vous dites? Qui les forme? Merci. Bon, qui les forme? Qui les forme? Sont sérieux? En une minute, qui les forme? Alors, dis-nous. Lorsqu'il y a dans les IPES, lorsqu'il y a des séminaires, les IPES qui sont réglementés, sont appelés, sont informés pour les je vais dire. Ne sont pas connus. Je vais dire. Vraiment, question fermée. Qui les forme? Non, comprenez. Nous sommes les intellectuels, n'est-ce pas? Vous vous demandez, est-ce qu'ils prennent part au séminaire? Oui. Ils prennent part. Ils ne sont même pas tous les formateurs qui forment les autres. Ils prennent part au séminaire. Dans quel esprit? Dans l'esprit, n'est-ce pas, de les encourager à revenir dans la légalité. La preuve, la semaine passée, il y a eu les élections. Non, merci. Est-ce que les fondateurs d'écoles privées dites clandestines n'ont pas voté? Merci. Mais posez-vous les bonnes questions.
Merci. Donc, ça veut dire qu'effectivement, comme Dr Simo disait, on les connaît tous, effectivement, au moment. Il y a quelque chose. C'est un problème administratif. En tout cas. La délégation régionale d'éducation de base, la délégation régionale secondaire, les universités, l'enseignement supérieur fait un énorme travail pour réduire au maximum les écoles clandestines. Merci. Merci, Dr Marcel Simo. Oui, avant de donner la parole au Dr Ningwanya. Oui, Zachary, enfin, moi, j'interviens en tant que parent d'élève. Vous savez, ce mot de clandestin ou clandestine, je vous ai dit à l'entame de mes propos que c'est sévèrement condamné par l'État du Cameroun. Mais qu'est-ce qui encourage cela? Puisque nous sommes à la conquête du savoir de l'enfant, vous allez voir au niveau des établissements publics, la majorité des établissements publics, on manque des professeurs, on manque de maîtres, comme on appelle généralement dans les établissements primaires. Alors, je pense que ce problème-ci, c'est les hommes des médias qui devraient sensibiliser, informer les parents d'élèves. Et qu'est-ce qui encourage même que le parent d'élève, lui, il aime même ces établissements plus que les établissements publics. Ça coûte moins cher. Ce n'est pas question de moins cher. Vous devez comprendre. Parce que nous avons déjà dans nos têtes au Cameroun que chaque établissement privé éduque plus que l'établissement public. C'est un autre débat vraiment. Non, permettez. Je veux même pas qu'on en permettez, ce n'est pas un débat. Comprenez. Ça, c'est ce que les gens... Suivez, je n'ai pas dit que c'est la vérité. Je n'ai pas dit que c'est la réalité. Mais dans la tête de plusieurs parents d'élèves, ils ont intégré que l'école privée enseigne plus que l'école publique. Il y a les établissements publics où vous savez que les maîtres arrivent ou les professeurs arrivent et qui puent d'alcool. Il n'y a pas un suivi, il n'y a pas de sanction. Or, avec l'établissement privé, le responsable de l'établissement est là. Tout ce que tu fais, tu es sanctionné, ton salaire ne passe pas. J'imagine que vous n'êtes pas sérieux. Permettez, moi je vous ai laissé parler. Vous n'êtes pas sérieux. Non, je vous permets, si vous voulez. S'il vous plaît, si vous voulez, on peut vous dénoncer. On peut vous dénoncer. Je vous ai dit, ce n'est pas bien, ce n'est pas que j'apprécie, mais c'est ce que les parents d'élèves, à la grande majorité, ont dans les têtes. Que les établissements privés, lorsqu'ils présentent les enfants aux examens, ils ont plus de pourcentage que les établissements publics. C'est faux. Alors, ça, c'est un parent. Il faut le comprendre. Il faut comprendre, c'est un parent. Il est en train de parler. Non, je n'ai pas dit que c'est vrai. Comprenez. C'est là où j'interpelle la conscience et le travail de tous. Je dis donc que les gens des médias, comprenez. Ce n'est pas à vous de répondre. Sur ce point, ce n'est pas vous qui devez répondre. Je veux vous dire, l'établissement qui est à la côté, le parent ne connaît pas quel établissement est. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. J'étais en train de dire que vraiment, laissez aussi que parfois on parle même de ce qui peut être comme une appréhension populaire. Ce n'est pas forcément que c'est vrai. Merci de présupposer, mais ce n'est pas fortement que ce soit vrai dans le terme. Mais ça, c'est quand même dans la tête de certaines personnes. Merci. Je voudrais qu'elle comprenne que le pauvre parent qui est au quartier n'a pas le temps de se renseigner si l'établissement est clandestin ou pas. Par exemple. Pour lui qu'il a vu l'école, on a fait la publicité, c'est passé à la télévision, c'est passé à la radio. Le sous-préfet n'a pas fermé, le préfet n'a pas fermé. Lui, il peut inscrire son enfant. Donc, c'est un problème de tous. Il ne suffit pas seulement que nous venons sur les plateaux de télévision, pour même faire les campagnes de proximité dans les quartiers pour dire que l'établissement qu'on voyait là, sensibiliser, informer que les établissements qu'on voyait là, c'est les établissements clandestins, qu'à d'un moment à l'autre, on peut fermer. Et lorsque vous laissez ça fonctionner, le pauvre parent saura comment qu'elle est clandestine. Il va seulement inscrire ses enfants. Ou pas, il va inscrire ses enfants. Et par chance, même il y a d'autres qui inscrivent comme ça là, et que les enfants ont reçu ces examens. Hein. Par exemple. Merci, tu ne viendras plus l'enlever ça demain. Il va te dire, c'est que tu parlais public et le clandestin là, mon enfant a réussi les examens, c'est tout. C'est juste question que chaque Camerounais se mette au travail. Mais n'oubliez pas aussi, l'effet que la population de Douala ne fait que s'accroître, c'est tout à fait normal que la clandestinité puisse exister. Merci. Pour défaut de distance et tout, parce qu'il y a de nouveaux quartiers. Je vais vous prendre l'exemple. Maintenant, j'ai un terrain au niveau des champs de tir. Vous avez Henri là, loin là-bas dedans. Pour que l'enfant retrouve l'établissement public, il faut quelle distance?
Alors, si l'État est un peu tolérant... Non, posons la question différemment. Vous, à votre temps, quand vous fréquentez, vous parcourez combien de temps? C'est le temps là aujourd'hui. Voilà, maintenant. Est-ce que c'est ce temps? Est-ce que quand vous dites qu'il y a un autre temps? Est-ce que c'est ce temps? Nous n'encourageons pas. Mais regardez aussi pourquoi parfois il y a la tolérance. Regardez aussi pourquoi il y a la tolérance administrative à un point. Regardez aussi pourquoi il y a la tolérance administrative. Vous ne pouvez pas dire à un sous-préfet d'aller fermer l'école au niveau des champs de tir. Vous appelez ça quoi là? Ngodi Bakoko. Si je ferme ici, l'enfant va parcourir quelle distance pour trouver l'établissement public? Je crois plutôt qu'on doit trouver... Il y a cette tolérance administrative. Il faut aussi valider parfois. Cher frère, je crois plutôt qu'on doit trouver l'occasion... Une seconde. Je crois plutôt qu'on doit trouver un juste milieu. Oui. Comment, n'est-ce pas, créer des passerelles pour faciliter ces entrepreneurs pédagogiques, n'est-ce pas, à être en règle avec l'administration. Mais c'est vraiment ça qu'il faut résoudre le problème. Vous dites bien, mais on doit voir pour les intégrer, d'autant plus que ce n'est pas nous. Zachary, enfin, merci. Vraiment, il faut qu'on avance un peu. Docteur Ningwanya, vos propositions pour sortir et puis on avance, s'il vous plaît. On a un autre sujet sur la table. Yes, I've been here for quite some time, and there is a school in Lokbesu. It belongs to a gynecologist, a medical doctor. He passed away about a year ago. And he and the wife, they built a very beautiful school. They have enough land there and everything. And for years on end, they've been trying to have authorizations to no end, and they've never had it. You see, there's been a lot of problems on that. So I just want to let you know that people are actually struggling to have those authorizations, even when they have met the conditions that Madam was giving. And yet, you know, at the level of the ministry, things spin around like this. We're in the country, we know Cameroon, everything spins around like this, okay? So let's not deny that. And then there's a quartier down here, this place behind the airport. Non, quartier Bafia. C'est comme ça qu'on appelle? Quartier Bafia, derrière l'aéroport. Derrière l'aéroport là. Okay. I mean, you know that land doesn't have any land title. Yes. And there are so many people in there. And there are many schools there. How do you solve that problem? There are many schools there. How do you solve that problem? If you are going to look for land certificates, I mean, there are no land certificates there. And they must have schools there. You are not going to ask children from there to come, you know, looking into town because already there aren't any. Et la particularité de là, pour mettre un peu de l'ordre votre moulin, docteur, la particularité de ces écoles-là, c'est 3 grands collèges qui sont construits sur le domaine national et qui habitent en majorité les enfants venant des régions en crise. Voilà. So it's very important. But the other thing that I was going to say was when Madame was speaking, she kept insisting on the quality of the education. And I would tell you, except that on this side of the Mongo is a little bit different, but you would know that on the north, from the northwest and southwest, the private institutions, they always do a very good job. So I don't know about here, but the private schools in the northwest and southwest, they do a great job. Okay, c'est la référence. The other thing again that I would say here is that though Madame is insisting on the quality of education, I would tell every Cameroonian that the quality of education in Cameroon is not as good as we think. It's very important, and we are chasing the wrong horses. You know, what we need to do in our education, like most of the schools, most of the secondary schools you can go to, they have no laboratories. They have no laboratories. So you just have a Saturday class with a teacher there, you know, telling stories from morning till evening and so on. Especially in this, you are lycée classiques. Exactly. Le lycée classique ne vaut pas vraiment la peine. You know, it is the lycée technique that is supposed to be. And then if you are looking at the best kind of schools that we ought to have in Cameroon, in Bonaberi, there you see the lycée polyvalent. Those are the kind of these things that we are supposed to have. So even if we wanted to actually put our foot down, many schools, even including government schools, will be closed. You understand what I'm saying? We are functioning below the bar. Thank you. Thank you, Dr. Nick Ngwanya. Je pense qu'on peut donc être tous d'accord. Non, Dr. Marcel Simon, on va pas entrer dans ce débat de qualité, sinon on ne sortira pas d'ici. Oui, je reviens. Non, c'est important. Il faudrait bien que nos téléspectateurs comprennent ce que nous sommes en train d'expliquer là. Quand j'insiste sur la qualité de l'enseignement, je mets l'accent sur l'enseignant même, celui qui transmet ce savoir. Généralement, vous conviendrez avec moi que dans les structures privées, c'est les enseignants qui sont payés à 20 000, 30 000 francs, voire 50 000 francs. Parce que
le fondateur est dans une logique commerciale marchande de bénéfices total et absolu. Il faut bien le reconnaître. Non, je n'accepte pas ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un est payé 20 000 qui n'est pas la tête. Non, laissons ça. En ce moment-là, vous voulez maintenant dénigrer notre métier. Non, pour être enseignant, il faut une formation. Tu me dis que les autres là ne sont pas formés. Mais vraiment, on a des écoles de formation. Docteur Simon, s'il te plaît, attention. Tu veux dire que tous les enfants qui sortent de l'université, il n'y a pas de travail, ils se débrouillent là-bas. Pour être enseignant de lycée, il faut que j'aille à l'école normale, hein. Que je fasse 3 ans ou 5 ans, hein, monsieur Odambel. Il faut bien que je le dise. Non, tu es pour être entraînant d'université, il faut au moins tu es en train de parler comme ça parce que tu es fonctionnaire. Tu ne sais pas ce que les gens subissent au quartier. Non, je vous en prie. Non, s'il te plaît, moi, ici, je suis au quartier. J'ai commencé à l'entame en disant, encore plus, lorsqu'on parle d'un professeur. Essayons de nous écouter. Lorsqu'on parle d'un professeur. 20 secondes, oui, docteur Boyaten, on se comprend pas. No, wait. No, I don't want to. When we are talking about education, wait, do you know where the best teachers of schools are? In Finland. Et l'éducation, ce n'est pas la fête d'avoir un professeur qui vient se mettre là à bavarder toute la journée. The teacher accompanies the student to study. And if you want to know the best way of doing it, it is in Finland, not here. Vos histoires de raconter les histoires, c'est pas le professeur ça. Je peux maintenant terminer. Je dis bien, l'enseignement est un métier. Et comme tous les autres métiers, il nécessite une formation. Vous pouvez d'abord que les autres professeurs ne sont pas formés. La capacité de transmettre le savoir. Ça c'est un autre débat. Il faut bien le dire. Je vais vous inviter. Tout le monde n'a pas la capacité de transmettre le savoir. C'est faux. Sinon, les écoles normales, les n'existeraient pas. Les enseignants n'existeraient pas. Je vous inviterai une autre fois. Je vous inviterai une autre fois pour revenir là. Il faut un minimum de savoir. Mais ces gens-là, non. Docteur Ningwana, Docteur Simon, déplace s'il vous plaît. Ça c'est notre débat. On n'a pas ça sur la table ce soir. Merci. Ils n'en ont pas. Merci, s'il vous plaît. Has the government employed all those teachers that were trained? Ils sont dehors comme ça. Vous voulez qu'on vous laisse parler celle-là? Non, ça va, c'est bon. Mais il ne faut pas quand même un peu de discipline là. Correctes. Merci. Allez, on va donc prendre le deuxième sujet sur la table. Je vais vous inviter, je vous promets, pour qu'on parle effectivement de la qualité de l'enseignement au Cameroun entre le privé et le public. Ça sera pour une autre fois. Pour l'instant, rendons-nous effectivement dans le deuxième sujet de ce soir, un sujet effectivement qui nous mène vers nos routes. On se souvient effectivement que cette entreprise, je vous l'ai dit, cette agence de transport touristique Express a donc fait cet accident du côté de la falaise d'Umbé avec 30 morts sur le carreau. Et du côté donc, du ministère des Transports, la mesure qui a été prise a été une suspension de 15 jours. Seulement pour certaines personnes, ces suspensions n'étaient pas véritablement idoines à ce moment. Il faut aussi dire pour certaines choses et pour certains autres observateurs avertis, c'est une occasion manquée pour véritablement prendre des mesures drastiques ou alors prendre des mesures définitives pour qu'on n'ait plus de tels faits sur nos routes. Docteur Marcel Simon, je voulais commencer par vous. Je me souviens quand même il y a quelques temps, je vous avais reçu en radio et pour vous, lors du premier accident de Touristique Express, et vous étiez une qui était pour qu'il soit même suspendu, même pour 6 mois. Oui, c'est important. Je suis de ceux qui pensent que les conséquences valent parfois mieux que les conseils. À un moment de la vie, il faut frapper fort et ne pas mettre l'accent sur le gain, parce que ça y a un peu un lien avec la première thématique, le gain, et on se dit non, un jour de fermer, une entreprise fermée, un jour tout de suite on commence à faire, le comptable commence à faire le calcul et vous disent que non, c'est pas possible, vraiment on ne peut pas. On parle de morts d'hommes, vous parlez de 30 morts, après on vous dit 15 morts, après on vous dit... D'ailleurs, je suis de ceux également qui pensent, même un seul mort, c'est beaucoup. La preuve, quand vous entendez, on dit il y a homicide quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le concerné et on le met en cellule. Parfois même, c'est même une méthode de protection pour vous-même. Parce que celui qui a perdu sa personne, il y a ce sentiment de dépassement, ce sentiment amer-là, qui peut l'amener parfois à poser un risque qu'il ne fallait pas. Lorsque vous vous souvenez très bien, la première fois que Touristique a fait ce qu'elle a fait, c'est quoi, on était à une trentaine de morts cette fois-là, et puis une sanction de 3 mois avait été immédiatement donnée 3 à 4 jours après. Des gens ont crié, de quoi on dit non, c'est impossible, c'est la seule agence qui dessert la partie septentrionale, non, c'est la seule agence qui nous permet de faire ci, qui nous permet de faire ça, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas permettre que de telles actions soient prises. Le ministre l'a pris de manière active, c'est une décision qui ne devrait pas être prise. J'ai dit aux gens, effectivement, on parle de 30 Camerounais qui ont perdu leur vie, je crois que je pouvais donner également 6 mois. Et si, malheureusement, un mois après, le même Touristique vous refait un accident,
d'une quinzaine de morts cette fois-là. Et ça m'amène parfois à dire, vous voyez que s'il avait fait ces 3 mois de congé, entre guillemets, on aurait peut-être dû éviter ceci. Bien qu'il y a d'autres mots qu'il faut mettre naturellement en évidence, parce qu'on va me souligner ces mots-là. Oui, la route qui n'est pas bonne, je suis d'accord. L'état de nos... On n'en a déjà pas de route, même au Cameroun. Quelqu'un va me le dire. Je suis également d'accord, mais je crois que nous devons faire beaucoup d'autres choses pour que soient limitées les morts sur nos routes. Zachary Enfant, vous qui êtes effectivement syndicaliste, pour vous, cette suspension de touristique n'a pas sa place. Oui, j'apprécie d'abord le docteur Simo pour ses déclarations aussi jolies. Mais j'aimerais qu'elle retienne une chose, que nulle part dans ce monde, vous ne pouvez me citer aucun pays où il n'y a pas d'accident avec mort d'homme. Je parlais même de cet accident mortel des touristiques voyage. La suspension, pour moi, n'est pas une solution. Il faut d'abord comprendre, mais je ne condamne pas la décision du ministre, parce que touristique aussi a sa part de responsabilité. Vous ne pouvez pas sortir d'un cas d'accident mortel à moins d'1 mois et vous enregistrez encore d'autres. Je fais partie, peut-être Madame Simon ne veut pas vous dire, on s'est retrouvés sur d'autres plateaux de télévision où nous avons échangé. Elle a voulu défendre, comme elle défend toujours ce qu'il ne faut pas défendre. J'ai essayé de dire ce qu'il fallait dire des réels. Il faudrait que nous comprenions. C'est un problème de tous. Je ne dédouane pas le touristique, je ne dédouane pas le ministre. Mais le ministre Ngalé, il aime ce pays. Il veut bien travailler. Mais il se retrouve dans un ministère où il ne peut pas trouver la solution de causer des accidents mortels. Parce qu'il a tout mis sur pied. Il y a même la prévention routière qui retire même les permis des chauffeurs. Il y a même les limitations des panneaux de vitesse et tout, et tout, et tout, et tout. Mais il y a toujours accident avec mort d'homme. Pourquoi depuis 20 ans, on ne peut pas se poser la question que oui, comme disaient certains, nous avons que les mauvais chauffeurs au Cameroun. Mais si on a les mauvais chauffeurs, qu'est-ce qu'il faut? On peut pas aussi réfléchir. Pourquoi on ne peut pas réfléchir d'aménager les routes, d'élargir les routes pour réduire au moins les causes d'accidents sur nos routes? Je vais vous dire quelque chose de manière simple. Un cortège ministériel, d'un ministère, pour ne pas dire un cortège ministériel, ne roule pas à moins de 180 ou à moins de 200 à l'heure sur nos routes. Vous avez compris qu'un cortège ministériel a fait l'accident. Vous pouvez faire 5 ans sans comprendre. Vous savez pourquoi ils ne font pas les accidents? Pourquoi ça? Parce que lorsqu'ils empruntent la route, vu même l'état de nos routes qui sont tellement mauvaises, on libère la circulation, on coupe les voies, on les laisse circuler librement. Ils roulent à une vitesse extrêmement grave, mais il y a moins d'accidents. Ceci veut tout simplement dire que sur nos routes, si on avait élargi les routes, de manière que chacun pouvait rouler librement, on devait réduire les accidents parce qu'on ne peut jamais éradiquer les accidents sur la route. Donc j'aimerais que Dr Simo prenne quand même le courage suivant sur le plateau de télévision pour dire que oui, hier on parlait plus de causes humaines, aujourd'hui c'est la route. Parce que hier on disait que la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. Mais aujourd'hui c'est la route qui tue. Prenons le courage de le dire, que c'est la route qui tue plus aujourd'hui. J'aimerais qu'elle me dise avec quelle vitesse nous allons rouler maintenant au Cameroun sans faire des accidents. 40 à l'heure, il y aura toujours accident avec mort d'homme. 50 à l'heure, il y aura toujours accident avec mort d'homme. Mais essayons d'élargir les routes. Tout ce qu'on peut faire dans ces pays pour réduire les accidents, c'est d'aménager les routes, c'est de matérialiser les routes. Parce qu'une route non matérialisée, c'est une tombe ouverte. Quand on prend la nationale numéro 5, je sors de l'Ouest, je suis arrivé ce matin. Quand il pleut là, même si tu roules à 10 à l'heure, tu ne vois pas la route. La visibilité est coupée. La route n'est pas matérialisée. Les plaques sont en fuite dans les airs. Quand tu auras un accident, on reviendra sur le plateau de télévision et dit nous avons les mauvais chauffeurs. Il faut s'adapter sur le rythme de la route. Mais les péages sont alignés tout au long de la route. Cet argent qu'on paye les péages vont où? À quoi sert donc les péages? Ça, c'est un autre débat. À quoi? Non, je vous dis, c'est l'état des routes. C'est l'état des routes. Le péage, l'argent du péage est fait pour l'entretien de nos routes. Alors, si nous reconnaissons déjà que l'état des routes est mauvais, nous suspendons d'abord les péages.
Mais plus grave, le ministère des Travaux est en train de construire plutôt les péages électroniques qui vont coûter excessivement plus cher même que ce que nous sommes en train de payer. Alors, ce qu'on attendait de lui, c'était d'abord nous aménager les routes, élargir les routes, afin que maintenant, il fait donc venir les péages électroniques où les Camerounais devaient m'applaudir. Vous ne pouvez pas avoir une blessure au pied que vous ne nettoyez pas, vous ne lavez pas. Avec toute la saleté, vous partez chercher peut-être les comprimés ou les médicaments pour venir embaumer là. Vous aggravez plutôt. Parce que quand la blessure va continuer à pourrir là, à un certain moment, on va vous couper le pied. Donc je vais dire, monsieur le ministre des Transports, je lui donne raison pour cette fois-ci parce que touristique, c'était à lui de prendre toutes les mesures pour éviter que ce qu'on lui reprochait, il y a de cela quelques jours, que cela ne se reproduise plus dans un Parce qu'on parle quand même des chauffeurs qui sont mal payés. Les chauffeurs, je vais revenir quand on prend des mesures. Quand je parle des mesures, touristique est l'une des responsables des agences qui ne collaborent pas. Que ce soit avec les syndicalistes, parce que lui connaît seulement un seul syndicaliste au Cameroun, quel qu'en soit ce que vous faites là. Avec les autorités, ils ne collaborent pas. Je vous dis, mais est-ce que le suivi des chauffeurs est donc pris en compte? Je vous dis entre parenthèses, non. Parce que s'ils veulent nous démontrer que tout est bien, il faudrait qu'il y ait les descentes dans les agences pour voir si effectivement le chauffeur est affilié à la CNPS, si la convention collective est respectée, si le contrat de travail est vraiment respecté, si les salles de repos des chauffeurs est vraiment aménagé, si les chauffeurs, les primes de voyage sont respectées, c'est de ça qu'il s'agit. Mais à côté de cela, le ministre a aussi réfléchi en tant que père d'enfant et donné seulement 15 jours. Et je vais vous dire pourquoi il a donné seulement 15 jours. Il est bien vrai, beaucoup de Camerounais attendaient à 3 mois, 6 mois. C'est là où je salue aussi le ministre des Transports, parce qu'à côté de cela, une suspension peut provoquer autre chose. Une suspension de 7 mois peut provoquer peut-être plusieurs morts que cette. Parce que lorsqu'on suspend une compagnie de transport comme touristique, on envoie en chômage des centaines de milliers de Camerounais. Hormis des Camerounais, il y a aussi les Camerounais qui se déplacent qu'à travers cette agence de transport. Et lorsque cette agence est suspendue, il y en a beaucoup de Camerounais qui vont chuter. Parce que touristique, pour le dire, je peux pour ne pas dire c'est le seul agence, il fait partie des agences qui regroupent tous les partis septentrionaux, qui prennent les gens dans les villages, les campements et les amènent dans les villes. Lorsqu'on suspend comme ça, là, tous ceux qui vivent de petits commerces, qui ont pour habitude d'emprunter cette agence, vont se retrouver dans le chômage. Et ne soyez pas surpris que si la suspension durait plus, vous devez retrouver les Camerounais avec les comportements bizarres, soit aller agresser les gens, soit ceci, parce que le petit commerce ou touristique les facilités d'atteindre le bout. Et lorsqu'on suspend touristique, ils n'ont plus la capacité, la qualité de s'y rendre pour exercer ce métier. C'est l'une des raisons. Et le ministre des Transports aussi a réfléchi qu'avec la rentrée scolaire, il y aura le retour des vacanciers qui sont quittés de ce côté du pays pour le centre, le littoral, l'ouest. Si on les donne plus de 15 jours, comment ceux-là vont faire pour retrouver les villages voisins? On va me dire qu'il y a d'autres agences. Non, il faut comprendre, parce qu'il faut voyager dans ce côté pour comprendre. Il y a des villes où d'autres agences ne desservent pas, que seul touristique est là-bas. Lorsqu'on suspend touristique, ceux-là sont coupés du reste du Cameroun. Donc à cela, je remercie le ministre pour 15 jours qu'il a donné. Mais je vais d'abord dire au ministre que la suspension n'est pas une solution aux accidents. Puisque depuis qu'on suspend, depuis qu'on suspend, depuis que le ministre a tout mis sur pied, il y a toujours accident avec un bord d'homme. On n'aura pas deux choses dans ce pays pour réduire les causes d'accidents. Vous allez beau dire on a les mauvais chauffeurs. Je vous dis, en tant que syndicat, en tant que professionnel en la matière, nous avons des chauffeurs qui quittent ce pays pour d'autres pays, qui quittent le Cameroun pour d'autres pays, et qu'ils arrivent là-bas, ils exercent le même métier. C'est difficile d'entendre dire qu'un Camerounais a fait l'accident ailleurs. C'est difficile d'entendre dire que voilà le corps d'un chauffeur camerounais qui revient au Cameroun parce qu'il est arrivé dans tel pays, il est mort par accident. Mais pourquoi quand ils arrivent là-bas, ils deviennent des super chauffeurs que vous trouvez qui sont mauvais ici?
alors que vous ne voyez pas ce qui les rend mauvais, mais vous regardez plutôt autre chose. Dites-moi un Camerounais que vous êtes resté ici, là, un chauffeur qui est arrivé en Amérique. J'ai des chauffeurs qui sont intégrés là-bas, au Canada, au Gabon, partout. Dites-moi un seul chauffeur qui est rentré au Cameroun parce qu'arrivé dans ce pays, il est mort par accident, parce qu'il a mal conduit. Non! Vous ne pouvez pas me citer un seul. Merci, Zachary. Vous ne pouvez pas me citer un seul. Donc au Cameroun, aménageons les routes, élargissons la route, matérialisons la route. Merci. Prenons on a bien compris, Zachary. On revient oui, tout à l'heure. Docteur Ningwanya, je voulais quand même... Moi, ma question reste, et c'est même la thématique d'aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas l'occasion, cet accident de touristique qu'on ne souhaite pas, n'était pas l'occasion manquée, une occasion manquée pour finalement peut-être mettre sur la table ces problèmes d'accidents d'accidents sur nos routes, je voulais dire. Well, there are four major problems, four major causes of accidents on our roads. The first one is the attitude of Cameroonians as a whole. The Cameroonais, too. We don't behave well towards each other. I mean, just on our roads here in Douala, the way we behave. Si tu veux comprendre le comportement des Camerounais, il faut aller sur la route. We misbehave a lot. We don't respect the red lights and the motorcycles everywhere. And we drink. We drink a lot. État d'ivresse. Yes, we drink a lot. So there's an issue of attitude. Then the condition of the roads. The roads are very, very poor. There's no question about that. Number one, you know, there's a lot of grass, okay? There's a lot of grass growing. It's not cleared. Even on the highway, Yaoundé Douala, there's a lot of grass all over, so you can't really see. You know, how do you say, navigation à vue? You can't really see. You can't really see far. And number two, there are so many potholes, and these roads were built in 40 years ago, and when the traffic was this much. But the same roads now have this much traffic with bigger vehicles and trucks, long trucks and so on, with all these timber lorries and things. So it's not as easy as that. So the road is overused for its state. Okay, so like Zachary was saying, we need better roads, and that was the reason why they started to build the Douala Yaoundé. Is it the Yaoundé Douala highway? But again, because of poor governance, the road is going nowhere. That was the major reason we needed a road like that. So we need these roads to be built all over the nation, not just Yaoundé Douala. We need good roads. We need how should the roads be like? I was showing you a picture just before we came to the studio. You need a minimum of 4-lane roads with a ditch in the middle. So you have 2 lanes going in one direction and 2 lanes coming in the other direction, so that at no time 2 vehicles can meet head on. Okay, if you are making an accident, probably you go into the bush or something like that. But once you do that and you have cleaned and cleared, then the surface of the road is good. Then, of course, you cut down on accidents. Now, there are no road signs. There are no road signs on our roads. Most of them are broken. Even just check on the new bridge in the Bonaberi Bridge. The signs are broken, and even when the few exist, they are in the bush. You know, so they are not telling their story, and so it's just so unfortunate. Somebody somewhere is not doing their job. Somebody somewhere is not doing their job. It's just so unfortunate. And then there is a lack of understanding of physics. You know, physics, movement, movements, weight, momentum, speed, all those things. A lot of people drive on the roads, but they have no concept of center of gravity, speed, what is that force again? I've just forgotten. But there are so many forces that are involved when you are driving on the highway, when you are taking corners. You know, how was the road banked? How much, at what speed are you going? What is your weight? And all of those things. So a lot of people just pile things on their vehicles. They're not aware of centers of gravity, and they are speeding, and they are surprised that the vehicle falls over. Then the tires are very bad. The brakes are not working. Many of the trucks, have you seen many of the trucks, especially the ones that are delivering things away from our ports, carrying the things from the port out? They don't have any. You see a long truck with no trafficator lights, with everything broken, very bad tires, and so on. Sometimes you see many of those trucks on the highway. So it's just so unfortunate. The roads are overloaded. The conditions of the vehicles, especially the heavy trucks, they are poor.
And then we have all these clandestine vehicles. They speed a lot, they overload and they speed a lot. And these days we also have a set of people who are very troublesome. You see some of these young, les parvenus là, these very young people who buy flashy cars and are always, ils créent trop de problèmes. Les influenceuses là, ils font l'argent facile et des trucs comme ça. Ils vont impressionner je ne sais pas qui. Ah, ce n'est plus nos chauffeurs. Ce n'est plus nos chauffeurs. Là-bas, c'est les Camerounais. And then, il faut dire que ça peut être mal les collègues du docteur Simon. J'espère que Mme Simon va dire oui. Les voitures CA. Les voitures CA. Ils créent trop de problèmes. Parce qu'ils ont ces gros cylindrés là. Et les phares qui mettent comme ça là. Les gros cylindrés là, les VX là, ils n'ont pas acheté. L'essence, ce n'est pas pour eux. Et ils viennent sur la route, ils occupent la route, ils disent que c'est pour eux. Ils vont parce qu'ils ont la loi et tout. Donc, c'est un problème. Les gens de CA là, c'est un gros problème. Même s'ils cassent la voiture, ce n'est pas pour lui. En même temps aussi. En tout cas, c'est vous qui le dites, mais à l'intérieur, il peut aussi faire l'objet d'une enquête administrative. Monsieur Raoul Lemopi, je reviens sur ma question véritablement. On a déjà suspendu cette agence une fois, on a suspendu une deuxième fois, celle qu'elle est en train de vivre actuellement. Mais est-ce qu'on ne s'est pas retrouvé là en plein dans une occasion véritablement manquée pour mettre sur la table les questions des accidents sur nos différentes routes? Je crois que la récurrence de ces accidents sur nos routes ainsi que les causes qui concourent à la survenue de ces accidents devraient plutôt mettre sur la table des débats la perception que nous avons de l'être humain. Parce qu'en vérité, le problème central est le suivant. Il y a des gens qui veulent se déplacer. Il y a des offres en termes d'outils de déplacement. Alors, la question de la qualité, de la sûreté des personnes qui se déplacent se pose à plusieurs niveaux. Il a commencé avec l'état de route. Mais on peut poser la question, est-ce qu'on ne pouvait transporter ces personnes que par la route? Par exemple. C'est ça toute la question. C'est-à-dire que, parce que finalement vous allez constater qu'il y a derrière cet engouement pour le transport routier toute une économie de rente portée, soutenue par les pontes du régime. Puisque qu'est-ce qui coûte à ceux qui dirigent le Cameroun de réactiver le transport ferroviaire? Est-ce qu'on doit laisser ces affaires-là entre les mains d'une seule personne où on utilise le rail que pour piller les forêts? Merci beaucoup. Comment vous comprenez que autrefois, pour joindre Douala en Konsamba, c'était les affaires de 40 minutes par train. Pour partir de Douala pour Kumba, on n'a pas besoin de réfléchir. Mais attendez, pour partir de Douala pour Yaoundé, c'est autour de 3 heures. On a fait la croix sur ce secteur-là pour donner l'occasion aux copains et aux coquins de s'enrichir sur le dos des Camerounais dans des conditions critiques. Et vous allez voir l'incidence de ça. Le transport par camion, c'est la même chose. Transport de marchandises par camion. Transport des personnes, c'est la même chose. Pour revenir à la question de touristique, parce que le point de tourisme m'a particulièrement sidéré. Puisque sur mes pages Facebook, j'ai longtemps parlé de cette affaire-là. Vous savez que l'offre touristique est impliquée dans l'accident pour la première fois. Plus de 30 morts. Le ministre des Transports prend la décision de fermer touristique pour 3 mois. Les lobbies souterrains se mettent en mouvement et veulent en faire une affaire non sûre. Parce qu'il faut le dire. Et quelqu'un a dit sur ce plateau que on peut perdre 7 personnes, 4 personnes, et si on s'amuse avec d'autres questions, on peut arriver à perdre plus. Et je comprends ce qu'il est en train de dire. En vérité, c'est ça. Le ministre, non voyant que l'enjeu ici devient peut-être même sécuritaire et politique, n'a pas choisi de mettre sa ceinture, n'est-ce pas, en discussion sur le ring. Il a dit, je lève. La conséquence directe, c'est quoi? J'ai vu dans les réseaux sociaux certains responsables des agents de cette agence incriminée faire des vidéos pour narguer ceux qui ont levé la décision. La décision, exactement. Vous voyez, pour narguer ceux qui ont levé la décision. Là, c'était lors de la première suspension. La première suspension, exactement. Alors, nous sommes très forts. Ça a attiré un peu mon attention. J'ai dit finalement, les Camerounais, n'est-ce pas, ont une manière démoniaque de considérer l'être humain. Parce que regardez un peu quelque chose. Avant de commettre ces vidéos-là, dans lesquelles on accusait le ministre des Transports d'ouvrir la voie, n'est-ce pas, un passage en force
pour une entreprise de transport dont on dit qu'il est le fondateur, enfin le promoteur. Cette entreprise, cet agent de transport se trouve à Bonamoussadi. Vraiment, sans citer le nom, s'il vous plaît. On dit qu'il est le promoteur. Lorsque ce débat a commencé, j'ai dit la fête va aller très loin. Et quand les gars ont fait passer les vidéos, moi par exemple, je me serais attendu à ce que, du point de vue humain et même moral, qu'on n'attende pas la suspension du ministre pour fermer d'abord ses activités. Parce qu'on a tué plus de 30 personnes. Dans les pays sérieux, les promoteurs humains, quand on parle, n'est-ce pas, d'un investissement à visage humain, ces promoteurs choisissent d'abord de fermer l'agence. Compatir. N'est-ce pas? Ils viennent y apposer des gerbes de fleurs. Pour compatir. Ils prennent part aux activités funéraires de toutes les familles qu'ils ont endeuillées. Et si, dans certains cas, il y a des enfants, des parents, des victimes qui ont laissé des enfants, qu'on doit avoir une politique sociale de suivi de ces enfants. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a vu plutôt des gens entrer en défiance avec la morale sociale. J'ai dit que c'est tellement grave. Et vous avez vu que c'est comme le karma. Quelques semaines après, la même agence. Et vous voyez que cette fois-ci, ces promoteurs ont été moins bavards. Parce que véritablement, ce qui était dans l'esprit, c'est que ici, ne bavardons pas trop. Laissons le ministre faire comme il pouvait faire. Et jusqu'à là encore, ils ont raté le coaching. Parce que j'ai un proche qui a perdu son parent dans cet accident. N'est-ce pas? Mettez-vous à la place de quelqu'un qui... Vous allez vous expliquer, la route est montée, la route a fait cela, la route a fait cela. Mais quand vous avez perdu un être humain, le débat a changé de symbolique. Hein? Moi, je pense donc, pour répondre à votre question, que l'État a raté l'occasion de frapper avec la dernière énergie les gens qui jouent sur la voie publique avec la vie des autres. Je suis de ceux qui ont proposé que nos parlementaires à l'Assemblée nationale initient même une loi stipulant par exemple que tu tues quelqu'un, c'est 10 millions. C'est-à-dire que pour les 30 personnes là et plus que touristique avait tué d'abord, c'est 300 millions déjà. C'est-à-dire que ça ne se débat même pas. Monsieur Onambélé, je pense que... S'il vous plaît, attendez, l'accident d'abord, c'est l'homicide involontaire. Il faut d'abord comprendre. Mais quand tu tues quelqu'un, c'est comme si tu prends l'arme, on va l'abattre. On parlait de l'homicide involontaire en cas d'accident. On ne parle pas d'abattre quelqu'un. Non, attention. Non, coupez, ça va. Il a dit quand tu tues quelqu'un, tu tues avec moi. Il a pris l'arme pour tuer quelqu'un. Il a pris l'arme pour tuer quelqu'un. En cas d'homicide involontaire, il faut le préciser. Tu parles comme s'il a pris l'arme et tiré quelqu'un. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire docteur Simon, ajoutez pas aussi. Je vais vous dire pourquoi. S'il vous plaît, de grâce, laissez quelqu'un, s'il vous plaît, une seconde, monsieur le Mopi. Monsieur Zachary Enfant, souffrez d'écouter, après vous allez réagir. De grâce, merci. Allez-y. C'est ce que j'enseigne à l'école. Je suis professeur de philosophie. Je connais la légistique. Hein? Donc il faut bien comprendre le problème. J'ai dit, en pareille circonstance, et voyant les précédents, il faut initier une loi pour frapper de manière la plus forte ceux qui jouent avec la vie des gens. Oui. Parce que j'ai bien dit que dans un contexte différent, on aurait vu une démarche entrepreneuriale morale. C'est-à-dire poser les gerbes de fleurs, on n'a rien vu. On a vu des vidéos circuler où on a avec les gens. Je vais vous dire, moi, il y a certains chauffeurs qui m'ont approché pour me parler un peu de leurs conditions salariales. La moyenne, c'est 60 000. Si vous voulez qu'on dise cela publiquement. 60 000 francs. Oui, la moyenne. Un chauffeur qui fait aller-retour, c'est-à-dire qui part à Mawa et revient. Près de 1000 km, là? C'est dans les 1100, 1200 km. N'est-ce pas? S'il fait aller-retour une fois par semaine, et si on étale cela sur 4 semaines pour faire un mois, il aura parcouru entre 10 000 et 12 000 km. Et si on divise 60 000 par ce nombre de kilomètres, ça veut dire qu'on est en train de payer un père de famille à 5 francs le kilomètre. Pour une agence, et on a fait un plateau ensemble, où quelqu'un a dit sur le plateau que les statistiques de 2022 2 millions révèlent que cette agence a transporté 2 millions de Camerounais entre Douala et Yaoundé. Et vous savez que les prix ne sont même pas homologués. Il y en a 20 000. Il y a 22 000, il y a 15 000. Si on met la barre moyenne à 20 000,
Ça fait 400 milliards. Hein? On va nous dire qu'il y a les charges. Mais la vie humaine ne dépasse pas les charges. Et ce que je dis pour Touristique est aussi valable pour les autres agences qui jouent avec la vie des Camerounais. Vous savez qu'il y a une agence qui va à l'ouest et qui a commencé aussi le centre, je vais la citer, c'est général, qui avait fait un accident similaire. On l'avait suspendu. On avait suspendu. Et je suis monté sur les plateaux de télévision pour dire la même chose, que la suspension là, en vérité, me pose beaucoup de problèmes. Parce que je n'ai pas lu là-bas une démarche, une initiative morale. Même si on peut comprendre que lorsque le ministre a choisi de lever la suspension, ils se sont inscrits dans une politique de recyclage de leur personnel navigant. C'est passé, on a vu. Donc, pour ces cas-là, si on va prendre le prétexte, toujours des routes, et on dit aussi qu'il faut ajuster même la vitesse à l'état de la route. Parce que même la route là ne dépasse pas la vie. Si on va prendre le prétexte des routes, on va dire que les routes sont gâtées. Mais les gens vont rouler à tombeau ouvert parce qu'ils poursuivent les clients. Quand on voit l'engouement des Camerounais dans les agences de voyage, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, pour ceux qui vont à l'ouest, et on se demande comment dans un pays sérieux, n'est-ce pas, on a une seule voie de transport des Camerounais, ça pose beaucoup de problèmes. Et si les Camerounais ne veulent pas, n'est-ce pas, poser l'humain au centre de leurs préoccupations, que ces promoteurs-là soient frappés avec la dernière énergie. Merci Raoul Lemepi. Zachary, en femme, réaction. Moi, je pense que nous sommes venus ici sur ce plateau pour parler de la profession et non se faire des éloges parce qu'on sait trop parler. Je voudrais que les gens comprennent d'abord que l'homicide involontaire, ça veut dire que personne ne sort de chez lui pour aller faire l'accident. Quand le Kobatelis parle, c'est comme si quelqu'un se préparait d'aller tuer les gens en route. Je voudrais qu'il retire d'abord cela. Que personne n'est fier. Ils ont tué les gens, ils n'ont manifesté. Je voudrais que tu le calmes, que tu vas calmer, parce que je suis plus sauvage que lui. S'il faut être sauvage sur le plateau, il serait 1000 fois sauvage que lui. Je voudrais que vous compreniez. Parce que l'accident est d'abord l'homicide involontaire. Personne n'est fier. Et personne n'est content sur ce plateau. Et personne n'a apprécié que les accidents se passent sur nos routes et que les gens meurent. Mais c'est ces jeux-là qui font toute la distraction dans les plateaux de télévision, dans les chaînes de radio, pour parler autre chose que les causes réelles de nos causes d'accidents sur nos routes. Les premières causes, c'est quoi, monsieur? Il faut qu'ils comprennent cela. Nous avons expliqué que les pays les plus développés que le Cameroun, qui a même plus de 20 voies, il y a toujours accident avec mort d'homme. Bon, ça veut dire que mais nous devons comprendre qu'au Cameroun, c'est parce que c'est des trous. Alors, pour qu'on réduise un peu, regardons le problème des routes. Ils vont beau parler, ils vont beau chanter. Demain, il y aura toujours. Hier, on a fermé touristique. Après, on a fermé Camille, on a fermé cela. Ça a changé. Non, posez-vous la question. Depuis qu'on on a suspendu Général. Il y a eu réduction. On a suspendu les autres. Il y a eu réduction. Vous connaissez? Oui, il y a eu baisse. Mais vous vous moquez des gens, bien c'est quoi? Et si on continue à sanctionner fortement, vous vous moquez des Camerounais, bien c'est quoi? Vous savez le nombre de Camerounais qui sont morts par accident en 2023. Non, comprenez. Vous connaissez le nombre d'accidents en 2023. Pour dire que ça a réduit. Non, vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire qu'il y a eu baisse. Non, le comportement n'a pas changé. Le comportement a beaucoup changé même. Beaucoup. Mais comment depuis 2000, nous sommes à 23 ans, on a enregistré les cas d'accidents mortels sur nos routes presque chaque jour. Pourquoi on ne pouvait pas dire que non? On ne peut pas enregistrer toujours les mauvais chauffeurs du 1er au 31. Mais on est pourquoi on ne peut pas imaginer? Et je vous ai dit, permettez que vous voyez. L'incivisme, qu'est-ce qu'on fait de ça? L'incivisme est condamné par la loi. Et il y a les gens appropriés de le condamner sur nos routes. Il y a la prévention routière. Peut-être vous ne le connaissez pas. Non, il y a la prévention routière qui les sanctionne. Vous pouvez citer combien de chauffeurs on a retiré leur permis? Quand vos chauffeurs conduisent en état d'ivresse, qu'est-ce que vous faites? Décriez-le. Les chauffeurs, non, je vais vous dire une chose. Décriez-le, dans le syndicat, comprenez, parce que vous ne maîtrisez pas cette profession. C'est l'une des raisons pourquoi vous dites. Dans le syndicat, nous avons deux qualités de membres. Nous avons les membres naturels et les membres statutaires. Les membres naturels sont ceux-là qui exercent la profession, n'étant pas affiliés dans un syndicat. Et je vais vous rappeler que la majorité de ces accidents mortels que vous trouvez sur nos axes routiers, essayez de vérifier s'ils ont la carte d'un syndicat sur eux. Donc, quand on cautionne le besoin d'aller, vous dites ceci. Non, je vous dis, c'est le fait réel. C'est le fait réel. Je ne me dédouane pas. Je vous dis la vérité. Dans le syndicat, non, ce n'est pas ce que je dis. C'est pour vous dire, il y a un arbitre
qui est appelé à sanctionner ceux que vous estimez qui sont ivres au volant. Mais je veux vous dire qu'au Cameroun, quoi que vous dites, quoi que vous parlez, le chauffeur n'est pas celui que vous pensez. Parce que j'aimerais que le même message que vous dites ici, là, dites aux agents de transport qu'avant de recruter un chauffeur qui passe par un syndicat, demandez aux entreprises de transport qui sont en complicité avec certains membres du gouvernement qu'avant de recruter un chauffeur, parce que dans les nombres de choses, c'est un chauffeur, suivez-moi, c'est le chauffeur qui recrute le chauffeur. Mais vous allez le retrouver dans les agents de transport, quand tu viens, il faut monnayer peut-être le délégué de personnel, que c'est le patron qui le met. Tu lui donnes 100 000. Suivez. C'est ça que vous dites que le chauffeur qui est membre d'un syndicat, qui doit sanctionner. Vous me rejoignez. Qui doit sanctionner? C'est le syndicat. Non, pas vous revenez. Qui doit sanctionner? C'est le syndicat, c'est l'État. C'est l'État. L'État maintenant, reconnaissant qu'il est démissionnaire de ses missions régaliennes, il ne sanctionne pas sa juste valeur. Parce que le ministre des Travaux publics, avec les stations de paysage, les péages et tout, qui ne nous met pas les bonnes routes, il ne peut pas sanctionner à sa juste valeur. Parce qu'il est responsable de certaines causes d'accidents. Et je vais vous dire, suivez, précisez, une seconde, je vous relance. Oui. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, cette mesure proposée par Raoul Lomopi d'avoir des sanctions pécuniaires, en quoi elle est dangereuse? Très forte. En quoi elle est mauvaise? 10 millions par exemple. Qui a dit tuer quelqu'un, c'est 10 millions? S'il vous plaît. Non, le mot tuer est trop dit. Je voudrais qu'il mais tu ne parles pas de 15 mois. Parce que vous ne pouvez pas me dire que moi. Vous ne pouvez pas me dire. Ce n'est pas tuer. Non, il faut préciser. Quand il dit tuer, ça pèse, ça résonne mal. C'est comme si quelqu'un qui prend une voiture, il dit que je m'en vais tuer Zacharie, je m'en vais tuer Onambila. C'est ça. Dis bien que c'est les homicides involontaires. Non, ce n'est pas tuer. Le chauffeur et ce n'est pas tuer. Non, ce n'est pas tuer. Ok. Tuer par accident. Tuer par accident et tuer avec arme. Permettez que je finisse. Précisez bien, c'est l'homicide involontaire. C'est des choses qui arrivent involontairement. C'est des choses que tu ne souhaites pas que ça arrive. Maintenant, en quoi la sanction pécuniaire est mauvaise? La sanction, il faut préciser les sanctions. Il faut préciser les responsabilités. Hein? Quand tu veux me sanctionner, prouve-moi que je suis en tort avant de me sanctionner. Mais si le tort est partagé, tu me sanctionnes alors que toi tu as tort, c'est que tu n'as pas raison de me sanctionner. Sanctionne-moi quand tu as raison. Prouve-moi que j'ai tout mis à ta disposition et la faute te revient. Mais si la faute est partagée, on saura que la grande faute vient à qui? C'est ce que veut qu'ils comprennent. La faute est partagée. À ce moment, celui qui a le pouvoir public, celui qui a toutes les forces, utilise ses pouvoirs pour sanctionner celui qui est fait. Alors que la faute est partagée. Faites tout et tout pour vous dédouaner de ce faute de la route. Là, maintenant, quand quelqu'un fait l'accident, vous dites que mais, cet accident que tu fais là, quelles sont les causes réellement de cet accident? Conduite à l'état d'ivresse. Tu accuses l'État du Cameroun, c'est très dangereux ce que tu dis. C'est pour dire qu'on laisse les chauffeurs conduire en état d'ivresse en route. C'est ce que tu dis sur le plateau de télévision. C'est ce que tu dis. Tu m'as dit que les fonds de métier ne font pas leur travail. C'est ce que le docteur dit sur le plateau. Tu es en train de dire qu'on conduit en état d'ivresse. Qui doit sanctionner? Qui doit sanctionner? C'est ce que nous voyons sur Qui doit sanctionner? Répondez. Qui doit sanctionner? Donc je vous dis, ne me prenez pas à la place de l'État. Ce n'est pas moi qui dois sanctionner. Il y a des équipes spéciales pour ça. Suivez ce que vous dites. Vous me demandez, moi, syndicaliste, d'aller installer les équipes de prévention et sécurité routière pour sanctionner ceux qui conduisent en état d'ivresse. C'est ce que vous me demandez, moi, syndicaliste, d'aller faire. C'est ce que vous dites sur le plateau. C'est ce que toi, docteur, tu me dis. Qu'en tant que syndicaliste, il faut aller sanctionner les chauffeurs. On vous dit que lorsque la suspension est claire et qu'on trouve que la faute est à 100% humaine, on sanctionne, tout le monde va applaudir. Mais lorsqu'on trouve que la sanction, la responsabilité est partagée, la sanction parfois fait honte. Merci. La sanction parfois fait honte. Merci à vous, Dr Ngoya. Merci. Malheureusement, le temps imparti est fini. Vous voyez bien le générique en train de tourner. On va. Merci, s'il vous plaît. S'il te plaît. Permettez, s'il vous plaît. Allez-y, vraiment 10 secondes, s'il vous plaît, rapidement. It's the attitude, the drinking, the bad behavior. We don't respect each other on the road, and the roads are poor, okay? The government should do something about the roads, but again, Cameroonians should leave alcohol. When you drink, don't drive. And if you kill somebody on the road, you pay 10 million francs for each person you've killed. Thank you. Yeah. Doctor.
Allez, merci à vous, Raoul Lemopu. Merci, Zachary Enfant. Merci à Dr Simon Marcel, au Dr Ningwanya. Merci aussi à vous.